L'évolution du monde du travail vers le mode hybride est bien plus qu'un simple changement d'organisation dû à l'arrivée du télétravail. C'est l'entreprise tout entière qui est en train de se transformer. Et le métier de manager n'est pas épargné. À terme, c'est le lieu même du bureau qui va évoluer pour intégrer tout un tas d'options, y compris Airbnb. Et le monde du travail n'a pas fini de changer. Nous ne reviendrons pas en arrière. C'est ce que m'a expliqué Barthélémy de Masno, cofondateur de la société M-Work qui accompagne les entreprises dans l'organisation du travail hybride. Des interviews, des chiffres, des faits, des études. Pas de blabla, ce sont les podcasts de Visionary Marketing disponibles sur toutes les bonnes chaînes de balado-diffusion. Bonjour et bienvenue dans les podcasts de Visionary Marketing. Le sujet du jour, le travail hybride ou la brusque et irrésistible évolution du monde du travail avec Barthélémy de Masno de M-Work. L'évolution du monde du travail en ces temps post-Covid a fait surgir le sujet du travail hybride. C'est-à-dire ni le télétravail, ni le travail au bureau, mais un mélange harmonieux des deux modes de travail. Tenons la définition de Talkspirit. Il existe plusieurs modèles de travail hybride. Dans certaines entreprises, le travail à distance de chez soi ou depuis un tiers-lieu se limite à un seul jour par semaine. Dans d'autres, la part de télétravail, le présentiel, est plus équilibrée. Parfois, le salarié peut même choisir le rythme qu'il souhaite adopter. Le travail hybride peut se conjuguer à d'autres modes de travail tels que le flex office, le coworking, le smart office. L'employé hybride n'a donc pas forcément de bureau en propre dans les locaux de son entreprise. Son espace et ses horaires de travail sont plus flexibles que celui d'un employé travaillant uniquement sur site, ce qui lui permet de gagner en productivité. Barthélémy s'est intéressé très tôt à ce sujet, un thème qu'il aborde désormais de manière très différente par rapport au début de la crise du Covid. Au tout début, il avait conçu sa start-up pour offrir des services aux lieux physiques et à la transformation du travail. Son objectif était de proposer des solutions de mise à disposition d'espaces alternatifs de travail qui ne soient pas le domicile ou le bureau standard, mais des espaces de coworking et des tiers-lieux. Mais la situation a beaucoup changé depuis. La question du renouveau du travail ne se pose plus du tout de la même manière. La question aujourd'hui n'est plus de savoir si on va faire du télétravail en partie ou tout le temps, mais de savoir comment s'organiser. Le travail hybride s'est donc imposé en très peu de temps, à la faveur de cette crise, et le monde professionnel n'est pas prêt de revenir à son ancien mode de fonctionnement. Je vous laisse en compagnie de Barthélémy au cours de cette discussion que nous avons eue il y a quelques semaines sur le sujet du travail hybride et du renouveau du monde du travail. Alors je suis à Station F avec Barthélémy de Masno. Bonjour Barthélémy. Bonjour, nous allons parler d'un sujet dont on aurait pu parler avec ton père d'ailleurs, hein, oui, du travail hybride. Je vois que tu es le digne représentant de la famille. Et ce travail hybride, tu l'as vu arriver au fur et à mesure de cette crise du Covid en discutant avec des entreprises. Et ce que tu me disais, c'est que la façon dont tu abordais le problème au début, en fait, a beaucoup changé par rapport aux discussions que tu as eues avec les entreprises. Absolument. Au tout début, on était tourné autour des lieux physiques et de la transformation du travail au travers des lieux de travail, autour des espaces de coworking et des tiers-lieux. On avait l'hypothèse de proposer des solutions de mise à disposition d'espaces alternatifs de travail, donc qui ne soient pas le domicile ou le bureau standard, mais justement ces espaces de coworking et tiers-lieux. On s'est très vite rendu compte que ce n'était pas le problème immédiat des entreprises. Et qu'avant ça, c'était de pouvoir s'organiser autour du télétravail, comment on organise le télétravail, combien de jours par semaine, comment on passe l'information d'un collaborateur à l'autre, d'un manager à son collaborateur, et ainsi de suite. Donc on a très vite tourné par là. Alors, ce travail hybride, peut-être commencer par là, parce que finalement, tout le monde en parle, mais on ne sait pas trop ce que c'est. Ouais. Et c'est quelque chose qui est arrivé justement sous l'impulsion du Covid. Finalement, c'est fou, quoi. En 2-3 ans, je me souviens, avec ton père, tous les ans, on faisait le même article en expliquant qu'un jour, le télétravail décollerait comme en Angleterre il y a 25 ans. Ouais. Et là, d'un seul coup, flouc, c'est arrivé, à tel point qu'on est même passé directement à une autre étape. Alors, c'est quoi exactement le travail hybride en soi ? Alors, il y a peut-être même plusieurs sujets. Il y a le travail hybride et même le travail flexible. Et le travail hybride qui va amener différents modèles d'organisation. De manière plus simple, on peut parler de temps collaboratif et de temps individuel.
et que en fait on peut définir des lieux pour chaque temps. Et par exemple le télétravail, donc les temps à la maison pour les temps individuels, et quand on a besoin de collaborer, on vient au bureau et on a ces temps collaboratifs. Donc là on a notre travail hybride, et le travail flexible, c'est on va peut-être aussi aller chercher à découvrir de nouveaux espaces et créer de la mobilité même au sein des entreprises où un collaborateur va changer d'étage. Il va aller même changer de direction et commencer à travailler avec des autres membres de l'entreprise, des autres collaborateurs avec qui normalement il n'aurait pas eu d'échange ou d'interaction. Alors, les journalistes ont beaucoup parlé ces derniers temps d'exode urbain. Oui. On a l'impression que tout le monde a quitté Paris. C'est peut-être pas tout à fait vrai d'ailleurs, je ne sais pas. Et est-ce qu'on retrouve ça dans les entreprises? On trouve des employés qui sont isolés sur leur île déserte? C'est pas tout à fait vrai, parce que certes il y a des gens qui ont eu un peu ces pratiques de poser tout leur jour de télétravail annuel, tout leur quota annuel d'un coup pour pouvoir profiter de la maison secondaire, mais en réalité c'est un comportement qu'on observe de manière très minoritaire et que beaucoup de gens, si c'est pas la majorité, sont très contents d'avoir retrouvé leurs collaborateurs, leurs collègues, d'avoir aussi des moments un peu pas officiel, de se retrouver autour de la machine à café, d'échanger un repas ou même des conversations, et qu'il y a ce besoin de reconnecter. De sociabilité, on pourrait dire, de se retrouver à plusieurs. C'est vrai que au bout d'un moment, on finissait par même plus savoir si on voyait encore des gens. Donc là, finalement, c'est à la fois un retour à la normale et en même temps un retour vers un nouveau normal, comme diraient les Anglais. Un normal qui est plus exactement le même normal. Et donc, la question n'est plus de savoir si on va faire du télétravail en partie ou tout le temps. La question, c'est de savoir comment on s'organise. Absolument. Le télétravail, c'est maintenant c'est le b.a.-ba, c'est 1 à 3 journées par semaine. Le 100% de télétravail, tout le monde a compris que ça ne marchait pas. L'inverse, 100% bureau non plus. Donc c'est plus la question. La question, c'est comment on l'organise et comment on peut même l'optimiser. C'est déjà dans les réflexions d'optimiser ces modèles de travail. Alors ça concerne qui tout ça? Parce que est-ce que ça concerne les grosses entreprises uniquement? Est-ce que ça concerne aussi les entreprises qui ont des rapports avec la clientèle? Ou comment ça se passe, je sais pas, dans une agence bancaire, on peut difficilement faire du télétravail? Alors, il y en a qui disent que non, mais ça concerne tout le monde et ça peut toucher tout le monde pour différentes raisons. Donc ça peut toucher les grandes entreprises, comme on peut très bien l'imaginer, ça touche aussi les petites entreprises, mais ça touche aussi le service ou même d'autres secteurs, puisqu'il y a eu, on a vu l'apparition de 4/5e par exemple. Ça veut dire qu'il faut l'organiser aussi, ce 4/5e. En général, ces personnes qui sont sous un régime de 4/5e travaillent avec des gens qui, eux, peuvent profiter du télétravail. Et il y a quand même un besoin d'organisation entre ces deux régimes, puisque c'est des gens qui sont quand même amenés à travailler ensemble. Et finalement, qui ça touche au sein des entreprises? Ça va toucher d'une part les collaborateurs qui sont les premiers concernés, ça va toucher les managers qui sont là pour organiser les équipes, et les départements RH qui eux sont là pour organiser un peu la vie et la culture d'entreprise, et finalement ça va toucher les chefs d'entreprise qui eux vont avoir besoin de garder les gens intéressés, garder les gens proches de l'entreprise et de cultiver cette culture d'entreprise qui a été un peu secouée pendant les crises passées. Mais je dirais, pour simplifier, ça concerne plutôt les grosses ou très grosses entreprises. Alors effectivement, principalement, celles qui sont connues pour être le moins agiles et avoir des plus gros problèmes d'organisation, c'est les grandes entreprises qui, elles, ont un peu du mal à s'organiser. On a vu beaucoup de fiches Excel, et peut-être c'est le cas de beaucoup de personnes là, mais de s'organiser sur des fiches Excel mal organisées, que les gens remplissent mal ou très peu, et effectivement. Il y a aussi tout un travail de conseil et d'accompagnement sur comment mettre en place une bonne politique d'organisation, au-delà du télétravail, mais comment on accompagne ce changement vers un nouveau modèle. Alors, revenons sur le manager d'équipe, parce que finalement, c'est lui qui est au cœur du problème. Qu'est-ce qu'il cherche à faire? C'est quoi son problème à lui par rapport à ses équipes? C'est de savoir où ils sont?
Oui, alors déjà, où sont ses collaborateurs, comment les organiser, mais plus fondamentalement, le problème du manager, c'est que son métier est en train de changer ou a déjà même changé, et qu'il doit réapprendre à manager dans un nouveau contexte, dans un contexte où il n'a pas forcément ses collaborateurs sous la main. Donc c'est comment réapprendre à manager, comment éviter de faire du micromanagement et ces choses-là. Et ça passe par la confiance, et pour qu'il y ait de la confiance, il faut qu'il y ait un transfert d'informations, que je sache que quand l'un de mes collaborateurs est chez lui, il travaille vraiment, il n'est pas en train de tricher, des choses comme ça. Donc il y a quand même un peu de flicage là quand même. Bah, il y a en tout cas, il y a une tendance à vouloir obtenir cette information et un peu de flicage. La confiance n'exclut pas un bon contrôle, comme disait. Oui, d'une certaine, faut voir comment c'est présenté. Mais ce qui lève toutes les barrières, et qui amène la confiance, c'est l'information qui circule. Donc effectivement, ça passe par qui est là, mais qui fait quoi à quel moment, avec qui, quels sont les sujets sur lesquels mes collaborateurs sont en train d'avancer, et ainsi de suite. Alors tant qu'on doit travailler avec les gens, je dirais de façon bilatérale, c'est relativement facile. Bon, s'ils sont là, on se parle, et puis s'ils sont pas là, on se fait un Zoom ou un Teams ou un truc dans le genre, ou on se téléphone. Mais alors quand on doit travailler à plusieurs, là, ça devient un peu plus compliqué. Absolument. L'un des rôles et l'une des missions des managers qui revient souvent, c'est organiser des échanges et des points d'équipe. Et pour ça, c'est compliqué parce que un tel est chez lui, un tel est en déplacement, un tel lui est au bureau mais que le matin. Donc comment on organise tous les membres de nos équipes pour créer ces temps d'équipe et ces réunions par exemple, ou ces sessions d'apprentissage et ces formations. Bon, alors ces managers et puis ces employés aussi, ils ont peut-être aussi besoin d'un petit coup de main sur l'utilisation des outils collaboratifs, parce que depuis le temps qu'on utilise ce genre d'outils, je vois même des fois avec des freelances, il m'arrive, si j'en avais, je m'arracherais les cheveux parce que on n'arrive jamais à se partager les bons trucs au bon moment, le lien marche plus, c'est une catastrophe. Ouais. Alors est-ce qu'il y a un travail à faire ici pour mieux intégrer ces outils, peut-être mieux former les gens qui ont toujours tendance à s'envoyer des mails sans arrêt? Ouais, alors absolument, et c'est l'une de nos grandes verticales chez M-Work, c'est ce qu'on fait, c'est premièrement d'avoir un outil très très simple à utiliser. Puisqu'on sait qu'on n'est pas là pour prendre le temps des gens, on veut leur donner l'information le plus simplement possible. On sait que les personnes à qui on s'adresse aussi sont pas que des développeurs ou des gens qui savent manipuler des softwares et des outils complexes. Du coup, on a voulu l'outil le plus simple possible. Donc ça, c'est une première partie. Et la deuxième partie, c'est qu'on sait très bien qu'il y a déjà un écosystème très important d'outils présents, des Teams, des Slack et des mails. Nous, l'idée, c'est comment on peut s'intégrer dans cet écosystème et pousser d'une part de l'information dans les outils déjà existants et s'appuyer sur l'information présente sur ces outils pour alimenter M-Work et s'intégrer dans l'écosystème aussi facilement que possible. Alors dans cet écosystème logiciel, qu'est-ce que tu observes dans les entreprises ? De quoi est-ce que c'est Microsoft Uber Alles, ou est-ce qu'il y a des petits outils comme Miro ou comme Slack, on en parlait, qui lèvent la tête? Ouais, effectivement, Microsoft il prend haut la main une grande partie des parts de marché, mais il y a quand même quelques petits acteurs. Il y a Microsoft, Google, et après quand on descend un peu plus bas, il y a effectivement Slack, mais là on parle surtout à des startups, des scale-up ou des PME qui utilisent ces typologies d'outils-là. Il y a aussi l'utilisation d'outils, ce qui va nous intéresser, de gestion de projet avec des Jira ou des choses comme ça. Une autre grosse typologie d'outils qui va nous intéresser, c'est les SIRH, donc les outils de gestion RH, puisque pour la plupart, on va toucher à des informations sur le télétravail qui sont souvent soumises à des comment on appelle ça, à des contributions ou des avantages liés à ces jours télétravail. Donc il faut pouvoir restituer l'information et ça fait partie. Et encore aujourd'hui, beaucoup d'entreprises s'appuient seulement sur ces outils-là pour opérer et transférer l'information, mais ça fait partie des grands outils. Alors, si on mettait nos lunettes binoculaires et qu'on essayait d'imaginer le travail dans 20 ans, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer ? Parce que
ça évolue finalement très très lentement tout ça. Moi, je me souviens des premières expériences que j'ai vécues en Angleterre ou même en France d'ailleurs, de Hotlink dans les années 90. Il y avait IBM qui avait ses bureaux de proximité. Est-ce que on pourrait pas imaginer que finalement, tout comme on possédera probablement de moins en moins sa voiture, une entreprise possédera de moins en moins ses bureaux? Oui, effectivement. Les plus optimistes, je pense, diront que dans 20 ans, on sera tous branchés à une métaverse. Dieu nous en préserve. Ouais. Mais qu'en attendant, il y a quand même une tendance qui arrive à réduire la superficie des bureaux, à transformer le rôle du bureau en un espace d'accueil et de travail, en un espace totem, un espace symbolique qui représente, qui porte la marque de l'entreprise et de son activité, et que cette fonction d'accueillir les collaborateurs pour travailler va être déportée vers des acteurs probablement tiers, comme des tiers-lieux, des espaces de coworking, des espaces privés, personnels, que ce soit des collaborateurs ou d'autres personnes. Des loueurs de bureaux, un peu comme WeWork. Ou même du Airbnb professionnel qui existe déjà et qui commence à prendre un peu son envol. Donc ça peut être une direction, effectivement. Voilà, tout ce qu'on sait, c'est que le monde du travail est en train de changer pour de bon, et qu'on n'est pas prêt de revenir en arrière. Merci Barthélémy. Surtout, n'oubliez pas de mettre une bonne note à ce podcast si vous l'avez apprécié.